Merci de l'invitation et merci à vous, Madame Bourlou, de m'avoir permis de vous accompagner, de faire partie de cette belle journée. Je voudrais enchaîner sur le trio et axer ma communication sur Aini, parce qu'il me semble que, bien qu'elle ne soit présente que dans les premiers chapitres d'Histoire de ma vie, mais elle est remarquablement l'élément clé de toute l'histoire amrouchienne. Elle fait partie de la formation même de l'identité, bien que peut-être les gens de Béjaïa pourraient nous en vouloir de dire ça, mais à mon sens, et dans ma thèse je le dis bien, que c'est à travers cette femme qu'ils ont pu devenir ces gens qui font partie des clercs chantants qui étaient sa famille, la famille de Aini. Donc c'est une aïeule, enfant de Fatma, Jean et Taos. Il cite aussi la grand-mère paternelle, mais elle est citée comme une grand-mère un peu despotique, méchante et tout, qui leur inculque les traditions et tout, qu'il fallait respecter à... Oui, oui. Par contre, cette grand-mère, elle est citée comme celle qui transmet les valeurs, la science, les habitudes, la poésie et toutes les valeurs, cette fibre incantatrice qu'avait même Taos, celle qui a chanté les chants. Donc nous voyons bien qu'elles sont différentes. Celle-ci est porteuse de valeurs vraiment profondes et faisant partie d'une histoire millénaire. Et ce trio amrouchien s'abreuve manifestement de cette source première de vie et de poésie. C'est un personnage tragique et insaisissable. Tragique parce que nous le voyons, son histoire est extraordinaire, ça sort de l'ordinaire. Et c'est une histoire qui porte surtout la douleur et le trauma, comme le dit Madame Bourlou. Elle est aussi insaisissable parce qu'elle était différente. Elle est sortie des sentiers battus et elle s'est affranchie de la tutelle de l'époque. Et si le féminisme est une doctrine qui favorise l'égalité entre l'homme et la femme, il me semble qu'on peut dire que Aini était précurseur. Dans la littérature algérienne, jusqu'à aujourd'hui, il me semble que Aini est la précurseur. Elle était un échantillon ou un prototype, même un archétype de la femme moderne, la femme libérée, autonome, comme on les connaît dans les littératures occidentales, etc. Et Fatma Eth Mansour est donc la première à l'avoir dit, à avoir mis en valeur, en lumière, une femme de cette trempe, une femme qui a brisé toutes les chaînes pour arriver à ses fins. À l'époque, l'autonomie d'une femme en Kabylie elle est encore aujourd'hui impensable. Le livre nous décrit une femme qui accomplit les tâches qui incombent à l'homme. Fatma nous dit, je cite, elle travaillait la terre avec la vaillance d'un homme. C'était donc une femme très très différente. Et avant que ses fils ne grandissent, elle avait coutume de dire à sa fille, elle était fière de son tatouage et tout, elle disait, t-shirt que j'ai ici, oui c'est ce qu'il dit, t-shirt. Elle se comparait carrément à l'homme. Elle était consciente d'elle-même. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est le jour où son frère est venu la ramener. Il voulait qu'elle soit avec eux. D'ailleurs, elle aurait pu même peut-être se remarier, etc., avoir une autre vie. Elle a refusé. Elle a dit, je veux vivre dans ma maison avec mes enfants. Et c'est sur ça que je voudrais bien mettre le point. C'est sur ce ma. Donc le soi, son individualité, sur son être en tant que femme. Elle voulait vivre dans sa propre maison. Et ça, on pourrait l'assimiler un peu à l'orgueil, à l'hubris, qui appartient un peu au peuple primitif, qui ont cette soif de la liberté. L'hubris, c'est la démesure, c'est le péché. C'est vouloir toujours de s'affranchir de la tutelle des dieux. Et dans la culture kabyle, les dieux, c'était le patriarcat, c'était l'homme, c'était la loi. Et elle a voulu s'en affranchir
avec cette hubris, cette arme qu'elle avait en elle, cette soif de la liberté, de vivre pour elle-même. Donc c'est ce qu'on pourrait, Fama, on pourrait la considérer comme une hermaphrodite, c'est-à-dire qu'elle avait l'homme et la femme en elle-même. Elle a dû se faire homme, se faire père pour ses enfants, pour qu'elle advienne et pour qu'elle vive. Aussi, Fatma Mansour fait référence aux qualités de sa mère en tant que femme, donc, et en tant qu'homme. Donc elle faisait les activités qui incombaient à l'homme à l'extérieur, etc. Et elle récoltait tout ce que pouvait faire l'homme, elle-même, elle le faisait. Nous lisons, je reprends ici ce que disait Fatma de sa mère. Tous les ans, au printemps, ma mère allait chercher une sorte de terre d'un blanc bleuté, thumlit. Donc c'est au printemps, elle voulait nettoyer sa maison et à l'aide d'un grand balai de jaune et flexible, elle faisait la toilette de sa maison, blanchissant les murs et même le toit. Elle faisait même quelques dessins sur les murs pour que la maison soit belle. Donc ici, Fatma raconte comment sa mère était toujours à jour, dotée d'une intelligence, d'une force qu'elle n'enviait à personne, surtout pas aux hommes dont elle manquait dans sa vie. Elle raconte aussi, la comparant à sa famille, donc lorsqu'elle s'est mariée, elle a vu les habitudes de sa belle famille, etc. Elle la compare à sa mère. Elle dit, donc sa mère gérait la récolte de l'orge et du blé qu'elle gardait dans les koufis pendant toute l'année en partageant les parts pour chaque mois, sans rien en gaspiller, tout en mangeant à leur faim. Donc elle et ses frères. Elle faisait ça avec les figues sèches, etc.